Que la question de l'obésité est désormais un enjeu international. Alors vous l'avez entendu, il y a également des médecins en France qui évoquent la nutrition avec 117 propositions, mais si on dézoome, si on regarde dans le monde entier, eh bien pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'obésité est devenue un problème largement plus aigu que le manque de nourriture sur le plan numérique. 6 adultes sur 10 et un enfant sur 3 seront en surpoids ou obèses si rien n'est fait. Et derrière ces chiffres, il y a une question cruciale. Comment les États peuvent-ils enrayer cette épidémie mondiale? Bonjour Sébastien Tchernikov. Bonjour. Vous êtes médecin et professeur en nutrition à l'université Paris-Cité. Alors tout d'abord, il faut commencer par définir l'obésité et nous expliquer en quoi consiste cette forme de malnutrition. Oui, alors tout d'abord, je vais indiquer que mes liens d'intérêt sont sur le site transparence.gouv.fr. L'obésité se définit par un excès de masse grasse qui a des conséquences sur la santé. Donc c'est une vision un peu générale, mais il faut savoir que quand on parle de comorbidités associées, c'est-à-dire les maladies associées à l'obésité, on en compte plus d'une vingtaine qui s'agrègent autour de cet excès de poids. Et c'est pour cette raison, donc c'est pas pour des histoires d'image ou d'apparence physique, que les personnes en situation d'obésité peuvent venir consulter dans un cabinet médical ou dans une consultation à l'hôpital. Forme de malnutrition qui, aujourd'hui, touche plus de gens que le manque de nourriture à l'échelle mondiale, c'est ça? Oui, c'est exact. Et en fait, les personnes, enfants ou adultes qui sont en situation d'obésité sont à 80-90% dans des pays qui sont des pays de faible niveau de revenu ou de moyen niveau de revenu. Donc, effectivement, clairement, il y a un déterminant socio-économique de cette maladie chronique qu'est l'obésité. Avec, la barre du milliard de personnes obèses qui a été franchie début 2024. Oui, ce qu'on voit, c'est cette coexistence finalement qui est un indicateur de la malnutrition au sens large, à la fois l'accès à l'alimentation rendu difficile ou trop d'alimentation. Et dans les deux cas, finalement, ce qu'on retrouve, c'est une moindre qualité nutritionnelle, une moindre densité nutritionnelle, c'est-à-dire la présence de vitamines et minéraux pour un même plat, si vous voulez, pour une même quantité d'aliments. Ça veut dire que, finalement, les causes, elles sont, assez simples. Malgré tout, on se dit qu'il y a aussi un lien avec, la transition alimentaire, c'est-à-dire l'abandon des modes, alimentaires traditionnels. Oui, c'est probablement ce qui explique cette transition nutritionnelle qui s'est accélérée dans quelques pays. On le voit dans les pays de l'océan Pacifique, par exemple, ou dans de nombreux pays occidentaux en Europe. C'est cette accélération des changements de mode de vie qui s'accompagne d'une sédentarité et d'une moindre activité physique. Et cette coexistence des deux, avec des patrimoines génétiques qui sont plus ou moins variables, vont exposer en particulier les populations les plus vulnérables à une augmentation de leur poids. Et oui, parce que j'allais vous demander si, effectivement, il y avait, une question génétique ou d'épigénétique qui jouait là-dessus, c'est, toujours la question qu'on se pose. Ça joue bien entendu, mais le fond de l'histoire, c'est quand même nos modes de vie, l'offre alimentaire et la possibilité d'avoir une politique de santé coordonnée, préventive et effective sur les soins, donc être capable de prendre en charge les patients qui sont les plus graves, d'organiser cette prise en charge en fonction de niveau, mais aussi d'agir de manière très forte sur la prévention en amont. La question donc de l'obésité, c'est quoi? C'est le gras, c'est le sucre, c'est tout à la fois? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est plutôt la densité en calories de l'alimentation, mais aussi la taille des portions. Vous avez vraiment la coexistence des deux. Vous avez dans les restaurants des tailles de portions qui sont plus grandes. Vous avez des Vous aliments qui parlez sont en plus denses en général? calories. Oui, en général et partout dans le monde en réalité. Donc cette disponibilité alimentaire nous expose et expose les moins favorisés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, cette tendance, ce gradient socio-économique ou en lien avec le niveau d'éducation, et même chez les enfants en fonction du niveau d'éducation ou du niveau socio-économique des parents, ce gradient socio-économique se retrouve et aggrave cette prévalence de l'obésité chez les plus fragiles. Avec une situation, qui peut paraître paradoxale, ce sont les régions qui ont été, jadis les plus touchées par la sous-alimentation qui sont aujourd'hui, les plus exposées à l'obésité. Oui, parce qu'on peut faire des aliments peu chers, mais denses en calories.
Et ça peut tout à fait coexister parce que une personne en situation d'obésité peut avoir des carences nutritionnelles, des carences en vitamines par exemple, tout en ayant beaucoup de poids, beaucoup de masse grasse. Donc c'est deux choses qui peuvent complètement coexister. Cette moindre qualité nutritionnelle, un moins bon statut nutritionnel, et pourtant, en même temps, les conséquences associées à l'obésité comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Justement, lorsque l'on évoque cela, on se dit que les règles sont simples. Alors, c'est pas parce que les règles sont simples qu'elles sont faciles à suivre, hein. Je veux dire, tout le monde sait que le tabac est évidemment nocif, mais ce n'est pas pour autant que le tabagisme cesse. Est-ce que vous pensez véritablement que la prévention, en rappelant des règles que l'on connaît, parce que on a tous l'habitude, ou plutôt on sait tous qu'il vaut mieux manger des brocolis que des frites, mais c'est la mise en œuvre qui est complexe. C'est la mise en œuvre, mais pourtant, vous dites, on est toutes et tous au courant de ça. J'en suis pas si sûr. Et c'est pour ça qu'on a besoin de politiques de santé coordonnées et au niveau national. Par exemple, le ministère de la Santé a un site, mangerbouger.fr. Il y a eu des programmes de santé publique depuis plusieurs années, le programme national nutrition santé, la feuille de route obésité. Tous ces programmes de santé publique, ils sont absolument essentiels. C'est vraiment la base de toute action publique parce qu'elles vont permettre d'apporter, même à ceux qui n'ont pas en tête ces messages évidents de prévention nutritionnelle, d'aller jusqu'à chez eux, entre guillemets, pour leur permettre d'accéder à cette information. Alors oui, la Haute Autorité de Santé, si on résume les conseils nutritionnels en une phrase, c'est une petite réduction calorique, hein, on va dire de l'ordre de 500 calories en moins par jour, une alimentation qui ressemble plus à l'alimentation de type méditerranéenne, et puis surtout essayer de... Ça veut dire quoi, hein, l'alimentation de On type peut y revenir méditerranéen? si vous voulez, et puis surtout respecter les signaux de faim, rassasiement, satiété, c'est-à-dire être capable de s'arrêter de manger, par exemple, quand on n'a plus faim. Voilà. Ça paraît trivial tout ça, mais il faut le mettre en œuvre. Le régime méditerranéen, une définition, Alors, Sébastien Tchernikov. l'alimentation méditerranéenne, c'est un modèle intéressant en termes nutritionnels parce que c'est celle qui regroupe le plus de fibres, le plus d'aliments non transformés, une bonne quantité d'acides gras oméga 3, donc qui peuvent être d'origine végétale ou animale, et une diversité alimentaire. Donc c'est assez simple. On peut essayer de tendre vers ça, et c'est dans les recommandations de la HAS. Bon, bah maintenant, on va parler des aliments transformés ou du rôle donc de ces aliments ultra transformés. Là aussi, c'est compliqué de comprendre ce qu'est un aliment ultra transformé. C'est un aliment qui a nécessité des transformations mécaniques, chimiques, des techniques de conservation par des emballages, par exemple, pour permettre à cet aliment d'être présent partout sur les rayonnages et pendant très longtemps. Voilà, on peut le résumer comme ça. Cela dit, Alors pourquoi c'est mauvais? Parce que moi, on m'avait dit aussi que la barrière, c'était plus de 5 ingrédients dans un aliment. Et on voit bien souvent sur les étiquettes vraiment plus de 5 ingrédients pour constituer un aliment. Est-ce que ça signifie obligatoirement qu'il est mauvais dans ce cas-là? non, c'est pas tellement qu'il soit mauvais, mais bon, pour fabriquer du pain, vous avez besoin un peu de farine, un peu de sel, un peu d'eau, globalement. Puis, si vous prenez du pain dans un emballage plastique, vous regardez la liste, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est tout simplement, est-ce qu'on a besoin de consommer tout ce reste? Alors, besoin, donc ça c'est une chose, mais pourquoi est-ce si mauvais? Qu'est-ce qui se passe avec ces aliments ultra transformés? Parce qu'ils engendrent plein de modifications dans le corps lors de leur absorption et qui vont avoir un impact sur le métabolisme en lien avec les maladies cardiovasculaires, le diabète et plein d'autres pathologies. Bon, bah alors s'ils sont dangereux, pourquoi tout simplement ne pas les interdire comme c'est fait au Mexique? Oui, la nutrition, c'est toujours un peu plus compliqué. On ne peut pas forcément fonctionner par des interdits. Et je pense que pour moi, un point important, c'est qu'on a souvent, et c'est quelque chose qui est relayé beaucoup par les associations de patients, le CNAO, la Ligue contre l'obésité, qui soulève un point important de toujours ramener en fait finalement la responsabilité individuelle de nos patients en situation d'obésité. C'est plus complexe, on évolue dans un environnement et cet environnement, il nous expose à de potentiels comportements qui sont défavorables pour notre santé.
Ça veut dire que là aussi, vous n'êtes pas favorable à la taxation des produits sucrés, puisque ça a été également évoqué, le fait de faire un malus sur, les aliments qui bien souvent sont les moins chers, mais aussi, peut-être les moins sains. Les politiques de santé, c'est à la fois informer les personnes et leur donner accès à une alimentation de bonne qualité. Donc ça ne va pas tout régler, bien sûr, mais il faut avoir un dialogue assez serré avec ces entreprises. Sébastien Tchernikov, très, très rapidement, chaque jour, il y a dans la presse des choses sur les médicaments anti-obésité. Est-ce que ça, c'est une clé? Ce qui est une clé, c'est de donner accès à l'innovation pour les patients qui sont les plus en difficulté, donc avec une obésité sévère par exemple. Ces médicaments comme la chirurgie ne sont pas des solutions miracles. Et d'ailleurs, dans tous les essais cliniques, que ce soit les médicaments ou la chirurgie, ces essais ont été menés avec des changements alimentaires et de l'activité physique. Mais le point clé, ça va rester la santé publique, ça va rester des services publics de qualité pour accueillir les patients et bien entendu des professionnels pour pouvoir prendre en charge des patients. On a besoin à peu près du double des médecins nutritionnistes existants aujourd'hui. Donc on attend les annonces du ministre de la Santé. Sébastien Tchernikov, professeur en nutrition à l'université Paris-Cité.